Oui, Je te laisse te présenter pendant que je règle le problème technique, Inch'Allah. d'accord. Donc, Fouadi Marraine, donc, membre de l'Institut d'études et de recherche sur le halal, c'est une petite structure qui essaye de travailler sur plusieurs dimensions du halal, dans la mesure où ça devient un sujet de plus en plus important sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux aussi. Et donc, nous voyons que c'est un phénomène, comme d'autres phénomènes, de par la mondialisation, il y a une plus grande proximité d'un côté, de l'autre côté, et donc il y a un plus grand intérêt à cette thématique-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fondé avec quelques membres, que ce soit des membres qui sont européens, il y a des universitaires maghrébins, il y a aussi des universitaires ouest-africains, parce que nous partageons la même langue, nous partageons les mêmes convictions religieuses, pardon. Et sur cette question du halal, il y a plus ou moins les mêmes préoccupations, les mêmes interrogations. Et donc, on essaie d'avoir un peu la possibilité, une fois par an, de se rencontrer, d'échanger sur les différentes approches du halal, comment elles sont perçues de par le monde, comment comment la question du halal, pardon, se développe aujourd'hui de par le monde. Et donc, nous en débattons régulièrement. Voilà un petit peu rapidement la situation de cet institut aujourd'hui. Merci pour cette présentation de l'IERH. Si nous t'avons invité aujourd'hui, c'est parce qu'à l'approche de l'Aïd, qui aura lieu dans un peu plus de 10 jours, beaucoup de consommateurs en fait se posent des questions sur le rite, etc., sur son sens, sur comment respecter les règles pour être en conformité avec ce que Allah nous demande. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les règles, les conditions pour de l'abattage rituel concernant l'Aïd el-Adha? Alors, on va faire un bref rappel parce que je pense que pas mal des internautes sont en fait de cette question-là. Donc, l'acte sacrificiel donc, qui correspond à l'Eid al-Adha, donc, qui a lieu justement le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui, je rappelle, pour la plupart des internautes, ça correspond à cette fin de période du pèlerinage. Et donc, c'est un acte lié à un ensemble d'actes spirituels, et donc c'est un acte hautement spirituel. Ça, c'est très important à rappeler. Et ça commémore l'acte sacrificiel qui était demandé à notre prophète, alayhi salam, Abraham, concernant son fils. Et en fait, c'était une demande où Allah subhanahu wa ta'ala essayait de démontrer à Ibrahim son niveau de proximité avec Allah, jusqu'où il pouvait aller et jusqu'où il était capable d'aller voir lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'une démonstration de ce genre. C'est effectivement un message envoyé au prophète lui-même, à l'humanité. Alhamdulillah, ce ne fut qu'une épreuve qui n'avait pas pour objet de passer un sacrifice humain, mais qui avait pour objet de démontrer le niveau très très élevé de la proximité de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc depuis lors, ce geste est symbolisé par le sacrifice d'un bélier, parce que c'est par un bélier que l'acte sacrificiel d'Ibrahim alayhi salam se termine. Et donc ce bélier symbolise justement cette idée de sacrifice à laquelle sont appelés les musulmans, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'inscrit dans la continuité des prophètes. Et donc la preuve en est, c'est que le pèlerinage est justement là pour symboliser ce lien très fort entre Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous commémorons ce lien très très fort entre les prophètes, ce lien très très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lien très très fort que chacun de nous doit avoir dans sa relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le sacrifice, rappelons-le, c'est pas sa viande qui importe, c'est pas le sang qui en découle qui est le plus important, mais c'est l'acte lui-même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait bien comprendre que c'est l'acte d'adoration qui en découle, qui est observé, qui est apprécié. Et donc, le fait de le répéter, de le commémorer de génération en génération,
c'est justement une des particularités des musulmans, c'est de dire, bah voilà, nous nous inscrivons dans la continuité de tous les prophètes. Alors évidemment, ici en France et en Europe en général, c'est un petit peu plus particulier. Et dans cette situation de confinement, je pense qu'on reviendra tout à l'heure dessus, ça devient encore plus particulier. Mais ce qui importe, c'est que on est au moins une bête qui comporte certains critères qui correspondent à une bête qui aurait minimum 6 mois. En dessous de 6 mois, l'acte sacrificiel n'est pas validé autant que tel pour l'Eid al-Adha. Il faut au moins 6 mois, ou du moins la bête, quelle est la corpulence d'une bête de 6 mois. Ceci, c'est pour les ovins. Et pour les bovins, il faut effectivement la tranche d'âge tolérée, acceptée, c'est 2 ans, ou plus ou moins une corpulence de poids, comme l'a évoqué dernièrement une fatwa qui vient de l'Égypte, donc d'un Majlis al-Ifta du côté de l'Azhar, qui circule actuellement un peu dans le monde arabe, qui rappelle un peu ces principes. Donc il y a des critères à minima pour la bête. Il y a des critères aussi pour le musulman ou la musulmane qui procède au sacrifice. C'est qu'effectivement, le sacrifice a lieu après la prière de l'Eid, donc après le rappel, le rassemblement de cette prière collective de l'Eid al-Adha. Il y a effectivement certains critères à respecter avant la période d'abattage. Si on a l'intention d'abattre, c'est ne pas se couper les ongles, ne pas couper les cheveux. Et lorsqu'on a procédé à l'abattage juste après la prière, bah effectivement, il est recommandé qu'un tiers de la bête soit donné, qu'un tiers à la famille, un tiers soit donné aux pauvres, un tiers gardé pour soi. C'est vraiment pour insister sur le fait que ce n'est pas la procuration de la viande qui importe, c'est l'acte sacrificiel qui importe. On te remercie, Fouad, pour ces explications. Donc, on a vu, hein, les conditions sont relativement simples, hein. Il suffit donc de respecter l'âge de la bête, le type de bête et le délai, donc après la prière de l'Aïd. Justement, on a grosso modo 3 conditions. Quelles sont aujourd'hui les problématiques en fait qu'on rencontre en France et éventuellement en Europe pour accomplir correctement ce rite? Alors, ce que nous remarquons, c'est que sur la base des expériences depuis une trentaine d'années, avec des organismes de certification, en l'occurrence comme celui d'Avez dans lequel je travaille aussi, ou des mosquées qui s'occupent de ces activités-là chaque année depuis des années. La première chose à signaler qui est monnaie courante en France, c'est effectivement, même si on a de moins en moins, nous avons des professionnels de l'alimentation, que ce soit des bouchers ou des grandes surfaces, qui présentent des produits censés être des bêtes censées être abattues selon les sacrifices, mais qui sont souvent ou parfois sacrifiées avant l'heure de l'Aïd. Donc elles n'ont pas de valeur de sacrifice de l'Aïd. Donc ça, c'est très important que les consommateurs et donc les musulmans sur un moment aussi important, d'une valeur spirituelle aussi importante, de s'assurer que le sacrifice aura bien lieu ou a bien lieu après la prière de l'Aïd. Ça, c'est le premier élément. Autre problème qui prédomine aussi en France, c'est que pendant une certaine époque, les gens, ils abattaient les bêtes un peu dans n'importe quelle circonstance. Et alhamdoulilah, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis une dizaine d'années où nous avons des abattoirs temporaires ou des abattoirs fixes qui opèrent, qui organisent des opérations de l'Eid pendant quelques jours. Et donc, on a de moins en moins de gens qui ne respectent plus les conditions de sécurité et d'hygiène, à savoir qui procèdent à des abattages ou à des sacrifices l'Eid chez eux. Donc, alhamdoulilah, là, il faut saluer une très grande évolution. C'est très important de le mentionner, malgré les discours un peu radicaux aujourd'hui sur les musulmans qui reviennent un peu sur ce genre de clichés. Mais il y a une très, très grande évolution, alhamdoulilah. Donc, le marché au jour d'aujourd'hui, s'il y a quelques difficultés majeures qui persistent, c'est effectivement cette question de s'assurer que l'abattage a bien lieu après Salat l'Eid, c'est très important, et s'assurer que les bêtes rentrent dans les critères d'âge. Parce que souvent aussi, on entend
des professionnels avancer des prix. Et comme il est difficile d'obtenir des certificats de naissance des bêtes essentiellement sur les ovins, je parle, avoir des certificats de naissance très précis, parce qu'un éleveur, quand il y a la naissance d'une bête, il ne le mentionne par écrit qu'au moment de la vente ou de la visite des services, et au mieux quelques semaines après la naissance. Donc ça reste des naissances approximatives. Et les éleveurs, traditionnellement, ils élèvent les bêtes pour les vendre aux abattoirs. Donc moins les bêtes dureront, moins longtemps les bêtes dureront chez eux, et moins ça leur coûtera. Donc par pratique traditionnelle, c'est que les bêtes sont vendues aux abattoirs en ayant de l'âge entre 4 et 6 mois. Donc ça, c'est très important à signaler pour tous les consommateurs et tous les gens qui sont intéressés par l'acte de sacrifice de l'Eïd, c'est qu'il faut faire très attention. Il n'y a pas forcément des documents fiables qui traduisent justement la précision de l'âge. C'est ce qui fait dire à des organismes comme celui d'AVS depuis 2 ans de ne pas procéder à l'abattage des ovins, mais plutôt qu'à ceux des bovins, parce que justement l'abattage des ovins, pour en avoir une très très grande quantité, il faut procéder à la surveillance de la date de naissance, à un suivi. Ceci dit, Donc, il existe, juste je termine, il existe des mosquées qui peuvent proposer des bêtes qui ont plus de 6 mois ou 6 mois, mais elles peuvent y arriver parce qu'il s'agit de quelques quantités pas très importantes, quelques centaines de bêtes. Donc c'est faisable. Quand on cible juste quelques centaines de bêtes, on va avoir un éleveur, on lui avance des arbres pour s'assurer que les bêtes vont être achetées, on fait un suivi. Donc il y a quelques mosquées qui arrivent à faire respecter ces critères. Mais en grande activité, quand on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de bêtes en même temps, ça devient de plus en plus difficile. donc, la première difficulté, en fait, c'est la réalité du marché. C'est que il y a une première chose à bien comprendre, c'est que on n'a pas de certificat de naissance. Il y a une difficulté à déterminer la date de naissance exacte des ovins, Avec précision. contrairement aux bovins. Voilà. Sauf pour l'élevage bio, par exemple. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que la réalité du marché, en fait, ce qui se fait, la pratique, c'est que les ovins, en fait, sont vendus aux abattoirs entre 4 et 6 mois. Voilà, parce que tout Donc simplement, il y a une vraie difficulté à obtenir des moutons de plus de 6 mois pour respecter la sunna, ce que vous disiez au début, voilà, de l'âge des bêtes. si on veut avoir de grandes quantités, je précise, parce qu'on peut avoir par exemple des mosquées ou des groupes de mosquées qui sont dans des villes dont l'environnement est très développé sur le plan agricole ou de l'élevage. Par exemple, si on prend des grandes villes comme Paris ou comme Lyon ou comme Marseille-Centre, c'est très difficile d'avoir de très grandes quantités au milieu abattage industriel. Mais quand on s'éloigne un peu, on peut trouver des éleveurs qui ont des centaines de bêtes et avec qui il peut y avoir des accords, des engagements. Il y a des opérations ici et là de professionnels qui s'approvisionnent en bêtes, par exemple comme en Italie, ou ça pourrait se passer en Espagne aussi. Mais voilà, ça reste des opérations ponctuelles, mais quand même, il faut être très très vigilant sur l'âge des bêtes et sur les documents officiels qui prouvent l'âge des bêtes, ou du moins avoir au moins une certaine expérience quand on voit la corpulence d'une bête et on sait plus ou moins que ça correspond aux 6 mois. Justement, en tant que consommateur, comment éviter de se faire avoir ou éviter de se faire tromper par des commerçants peu scrupuleux ou même des commerçants qui ne sont pas au fait, en fait de ce qu'il faudrait faire correctement. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Je crois qu'il y a juste quelques éléments comme ça de base qu'on peut retenir plus que d'autres. C'est effectivement, il faut qu'il y ait quand même une certaine proximité, donc une certaine confiance avec l'opérateur qui propose ces bêtes-là. Il faut vous assurer que c'est quelqu'un d'assez intègre, parce que comme c'est des opérations coup de poing, c'est one shot, c'est sur un plan financier, ça rapporte. Et donc, il y en a qui sont sans scrupules. Donc, il faut s'assurer, il faut avoir déjà une certaine confiance en la personne. La deuxième des choses, c'est avoir des éléments d'information. C'est celui qui vous propose l'opération. Il faut demander des documents, il faut demander des informations, c'est très important. Donc, c'est pour cela que ce que certaines mosquées font depuis quelques années,
c'est quelque chose qui peut être assez confiant à suivre, assez confiant à s'approcher, si on sait que les responsables de la mosquée ont bonne réputation, c'est des gens qui sont corrects et qui se soucient avant tout de satisfaire une activité spirituelle avant de satisfaire un besoin financier. Donc, quand c'est des individus à part, qui ne sont pas forcément liés à une mosquée, qui ne sont pas forcément bouchés depuis des années, que vous connaissez, chez qui vous achetez régulièrement, il faut vraiment prendre ces précautions-là, s'assurer de la fiabilité de la personne, avoir les informations très précises. Et si on vous dit que vous aurez votre bête dans la journée même de l'Eid, il faut s'assurer que le sacrifice va se faire à côté de chez vous. Parce qu'il n'est pas possible de faire le sacrifice après Salat l'Eid et de vous ramener la bête si le sacrifice a eu lieu à 300, 400, 500 km de chez vous. C'est une mission impossible. Justement, c'est au le prochain mieux, point, c'est c'est l'avoir sur dans la l'action des nuit. délais. Pardon. On a rencontré en fait ces dernières années pas mal de consommateurs et de musulmans qui se plaignaient d'avoir des moutons qui n'étaient pas sacrifiés dans les délais. Donc on rappelle les délais du sacrifice pour l'Aïd al-Adha, c'est après la prière de l'Aïd. Et donc, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est difficile d'avoir son mouton qui est sacrifié dans un autre pays ou à plusieurs centaines de kilomètres, le matin même. Donc, il faut être très vigilant. Justement, il y a des astuces, il y a des moyens de déterminer est-ce qu'il y a une date d'abattage, il y a quelque chose de noté sur la bête, il y a possibilité d'avoir des éléments. Si l'abattage a lieu dans un abattoir, on a forcément des codes d'abattoir. Et ça, c'est très facile après de téléphoner et s'assurer que l'abattage a bien eu lieu dans un abattoir, parce que l'activité en abattoir est très réglementée. Elle est vraiment strictement réglementée. Et ça, par exemple, ça peut être un élément d'assurance pour le consommateur. C'est quand on lui propose une bête dans un pays, il ne faut pas hésiter à demander quel abattoir, quel numéro de téléphone de l'abattoir. Je veux m'assurer. Donc, si on a des doutes, il faut s'assurer que l'abattoir va réellement procéder au sacrifice. Donc, il y a des tampons normalement, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de tampon, il faut faire très attention à l'abattage sauvage, parce qu'en abattoir, il y a un vétérinaire et donc il surveille la bonne santé de la bête. Il faut faire très attention aux abattages sauvages, parce que si les bêtes ne sont pas de bonne santé, il y a des risques sanitaires énormes, très importants. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir sa bête sacrifiée dans la matinée ou même en début d'après-midi, il faut être très attentif. Il faut vraiment s'assurer que c'est le cas, parce qu'on a vu des acteurs ou des opérateurs qui nous racontent des opérations d'abattage avant l'Eid ou même la veille de l'Eid et qui sont présentés aux consommateurs en grande masse dans des boucheries ou dans des GMS comme étant des bêtes de l'Eid en matinée ou en début d'après-midi. Il faut vraiment, en fait, il faut que le consommateur ne se contente pas de simples mots halal ou de simples mots présentés ou de promesses présentées. Il faut qu'il réagisse comme lorsqu'il va acheter un véhicule, comme lorsqu'il va acheter une maison, comme lorsqu'il va acheter un bien, c'est s'assurer de tous les éléments fiables d'information. Et c'est le meilleur moyen de réduire l'escroquerie pendant cette activité-là, c'est que tous les consommateurs se responsabilisent, parce qu'en fait, l'acte de sacrifice, normalement, c'est un acte individuel et intime, personnel. Là, on le sous-traite parce que nous sommes dans des conditions très particulières. Et dans cet acte de sous-traitance, c'est là où s'immisce tout genre de tromperie ou tout type d'acteurs qui ne sont pas forcément de bonne foi. Et donc, le meilleur moyen de réduire le risque, c'est d'exiger des informations très précises, s'il le faut d'exiger des informations écrites, s'il le faut téléphoner vous-même à l'avance sur les lieux d'abattage. Et comme ça, vous réduisez le risque, c'est important. Parce qu'il faut que les acteurs qui ne sont pas sincères dans le marché du halal, il faut qu'ils sentent qu'il y a une pression qui monte de la part des consommateurs, qu'on devient de plus en plus exigeant, qu'on devient de plus en plus vigilant et qu'on devient de plus en plus présent pour avoir les informations nécessaires pour s'assurer que ce qui est dit est bien ce qui est écrit et bien ce qui est tracé, pour s'assurer que c'est une information fiable. Voilà, il y a une vraie, il faut qu'il y ait une vraie démarche en fait des consommateurs pour mettre une pression sur les acteurs du marché
pour montrer, voilà, on ne peut plus vendre tout et n'importe quoi et être présenté comme du halal. Tout à fait. On va aborder tout à l'heure plus amplement la question du halal de manière générale. Je voulais revenir sur les questions des tampons. Donc, les tampons, on les retrouve sur les carcasses. Et il me semble qu'il y a des documents aussi qui suivent la carcasse avec la date et l'heure de l'abattage exact et qu'on peut les réclamer au boucher ou chez notre commerçant. Oui, effectivement, il peut y avoir un document écrit qui est collé à la bête et que le commerçant peut avoir, hein, parce que généralement elles suivent. Ceci dit, dans le transport, c'est des fiches qui peuvent tomber, qui peuvent disparaître. Et il n'y a pas forcément un document, un dossier qui est envoyé au boucher qui accompagne la marchandise, en l'occurrence, là, les carcasses, ça, il faut le savoir. Il faut savoir que vous avez l'abattoir qui peut être complètement distinct du transporteur, qui lui-même n'a pas de lien avec l'abattoir, n'a pas forcément de lien avec le boucher, il ne fait que sous-traiter. Pour lui, c'est une activité commerciale. Et donc, il va transporter un certain nombre de carcasses. Et sur le chemin, sur la route, pendant le chargement et le déchargement, les documents collés aux bêtes peuvent tomber, même les tampons parfois peuvent devenir illisibles. Donc c'est pour cela la vigilance elle est de rigueur à ce moment-là. D'accord. Donc voilà, on rappelle vraiment à ceux qui nous écoutent que voilà, c'est la première chose, c'est la vigilance. La deuxième chose, c'est voilà, travailler au niveau de la proximité avec des bouchers, avec des commerçants que l'on connaît, en lesquels on a confiance, et de ne pas hésiter en fait à demander un maximum d'informations, que ce soit sur le lieu d'abattage, sur l'âge des bêtes, de ne pas hésiter ensuite à demander des documents si c'est possible, notamment les documents qui sont collés sur la carcasse, d'essayer de voir les tampons. Et vraiment, voilà, c'est un travail de vigilance et de tout un chacun, de manière à ce que les pratiques changent. Parce que tu nous confirmes qu'il y a vraiment des pratiques frauduleuses, des pratiques trompeuses de certains commerçants. Et donc, il faut vraiment être vigilant vis-à-vis de ces questions-là, d'autant plus qu'on a affaire à un rite, à une adoration. Donc, c'est important que cela soit fait correctement. Bah, en fait, on n'échappe pas au travers que vit toute l'humanité dans les différentes activités liées à l'humain. Et c'est pas parce qu'on est musulman qu'on échappe à ces travers-là, c'est pas parce qu'on est musulman qu'il n'y a pas d'escroquerie, et c'est pas parce qu'on est musulman qu'il n'y a pas, au sein de la communauté musulmane, des gens qui ne se gênent pas à se concentrer plus sur le bénéfice argent que sur le bénéfice rituel et les bienfaits qu'il peut apporter aux autres musulmans autour de lui. D'accord, ouais. Je rappelle encore une fois à nos éditeurs que nous sommes en direct et qu'ils n'hésitent pas à poser des questions en commentaire et on essaiera d'y répondre du mieux que l'on peut. On va sortir de la question de l'Aïd et venir sur la question du halal. Est-ce que tu peux justement, l'intitulé de cette émission aujourd'hui, c'est l'état des lieux du halal, où en sommes-nous? Et justement, voilà, il y a eu pas mal d'avancées, ou si on peut appeler ça d'avancées, notamment au niveau européen. En septembre 2019, par exemple, il y a eu l'introduction de l'abattage rituel en Belgique. Il y a des pourparlers dans d'autres pays. Où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui? Est-ce que l'abattage rituel est autorisé? Est-ce que si tu peux nous faire un bref résumé. Alors, comme on le sait tous, donc la France fait partie de l'Union européenne. Donc un certain nombre du corpus législatif est décidé à Bruxelles. Donc en fonction des dossiers, des activités, ça va de 20, 30 jusqu'à 70% du corpus législatif qui est décidé à Bruxelles. Et donc certaines questions restent sous l'autorité des États-nations, donc membres de l'Union européenne. En l'occurrence, la France fait partie de ces quelques pays d'Europe qui a cette particularité de respecter l'abattage rituel et qui est inscrit même dans le code rural. Le code rural, c'est le code qui gère, c'est toute la réglementation qui gère un peu toutes les activités liées à l'environnement, à l'élevage, à l'abattage, au bien-être des animaux, ainsi de suite. Et donc, il est stipulé que dans le code rural français, il est stipulé que tout abattage doit avoir lieu dans un abattoir, évidemment,
et que tout abattage doit être opéré avec un assommage au préalable, excepté pour les religions juives et musulmanes. Donc c'est un droit, et c'est un droit qui aujourd'hui certains attaquent parce qu'ils considèrent que l'abattage rituel est une souffrance supplémentaire infligée à la bête. Et d'autant plus que les sociétés européennes aujourd'hui sont à un niveau d'avancement sur ces questions d'éthique, au point que voilà, il y a des tentatives de légiférer qui ont eu lieu au niveau européen, justement intégrant l'idée du bien-être animal. Il y en a même qui ont un secrétariat d'État, d'autres un ministère du bien-être animal, un code du bien-être animal, les droits des animaux, et sous l'impulsion de différents mouvements. Donc on peut avoir aussi bien des mouvements comme les véganes qui considèrent que les animaux sont les égaux des hommes, et donc ils doivent avoir les mêmes droits, jusqu'au un peu les associations un peu réformistes qui veulent améliorer le bien-être des animaux dans les abattoirs et qui considèrent que l'abattage rituel ne procède pas à la mort immédiate de la bête. Même s'il y a juste quelques secondes supplémentaires, ce sont quelques secondes de souffrance et donc il faut l'interdire. Donc il y a cette pression au niveau européen et au niveau national français qui sont permanentes pour interdire l'abattage rituel. Ça, il faut le savoir, et c'est loin d'être fini. La bataille continue, le lobbying continue toujours, la pression continue toujours, même si l'abattage rituel est toujours permis et protégé en France. Au niveau européen, pas mal de pays historiquement déjà l'interdisaient, l'abattage rituel. Donc ça a eu des conséquences néfastes pendant certaines périodes. Par exemple, quand on regarde le nazisme en Allemagne, une des premières choses, ou une des choses à laquelle s'étaient attaqués les nazis, c'est justement interdire l'abattage rituel parce qu'ils considéraient que c'était une souffrance des bêtes. Cette question-là n'est pas contemporaine, hein, c'est depuis des décennies et des décennies. Il y a même des textes qui diabolisaient dans les années 20, dans les années 30, l'abattage rituel juif en France, par exemple, parce qu'on considérait que c'était un abattage, on considère même jusqu'à aujourd'hui que c'est un abattage barbare. Donc le halal, il est tel que nous Est-ce que tu peux rappeler rapidement justement l'abattage rituel, en quoi il consiste, très rapidement pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les pratiques en abattoir? Il faut savoir que dans un abattoir, l'abattage est organisé comme dans une chaîne, comme une usine. Donc il y a différentes pièces, il y a différents opérateurs chargés de différentes opérations. Et donc il y a ceux qui déchargent les bêtes, il y a ceux qui les mettent dans les enclos des bouveries, et à ceux qui ramènent les bêtes jusqu'au ce qu'on appelle le point de tuerie, ce qu'on appelle le piège. Et à ce moment-là, quand il y a l'abattage de la bête, après la bête, elle est accrochée et elle passe dans de longues chaînes où chaque opérateur, chaque agent procède. Il y en a qui enlèvent la peau, il y en a qui font les découpes, il y en a qui vident l'intérieur des bêtes, ainsi de suite. Et donc l'abattage lui-même, quand la bête elle arrive au point de la tuerie qu'on appelle le piège, qui est une espèce de grand tonneau, on va dire, hein, pour les bovins et même pour certains ovins. Dans certains abattoirs plus petits, il n'y a pas forcément une espèce de tonneau, hein, une espèce de conduit. Et donc les grands tonneaux, ils ont pour vocation à contenir la bête, hein. C'est une espèce de contention. On contient la bête comme ça en plein milieu, et donc on lui permet juste de sortir la tête à travers un trou. Et l'abattage conventionnel industriel, ça consiste à utiliser une espèce de tige mécanique qu'on applique sur le front de la bête, et c'est ou un coup de pistolet ou alors une tige qui rentre dans le front pour insensibiliser la bête de toutes ses souffrances. Donc cette tige ou cette balle qui rentre, elle a pour objet de fracasser le cerveau, d'arrêter le fonctionnement du cerveau. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, on le sait tous, le cerveau, c'est notre centrale des nerfs. Une fois que vous avez atteint le cerveau, les nerfs ne fonctionnent plus, donc la bête, elle est insensible. Donc l'abattage traditionnel qui consiste à assommer par un pistolet ou une tige le cerveau, donc ça a pour effet de produire l'arrêt immédiatement de la vie de la bête. Donc ça, c'est en parcours traditionnel conventionnel. Quand voilà, ça c'est ce qui se fait pour l'abattage, comme tu dis, traditionnel, c'est-à-dire l'abattage non halal, classique en France, ou non caché, réglementé, légiféré. Exactement.
Après, une fois que la bête elle est assommée, on ouvre le tonneau, la bête elle s'affaisse, elle tombe en bas, on s'assure qu'elle est bien morte et après on porte un coup de couteau pour la vider de son sang et après on l'accroche et la chaîne elle transporte la bête pour commencer les différentes opérations de nettoyage, de découpe, ainsi de suite jusqu'à la fin de la Donc chaîne. là, au niveau de l'abattage, on n'est pas sur de l'étourdissement, on est sur une mise à mort de la bête via un pistolet perforateur sur Tout à fait. le crâne. Parce qu'on a démontré que la bête, elle meurt immédiatement. Il n'y a plus de signe de sensibilité immédiatement. L'abattage rituel, qu'il soit kasher ou halal, c'est la bête effectivement arrive au piège, comme toutes les autres. Donc il y a les mêmes parcours, c'est les mêmes cadres, il y a les mêmes parcours, sauf qu'au moment de la tuerie, lorsqu'on sort la tête de la bête d'espèce de trou du tonneau, il y a là un agent, un opérateur avec un couteau qui procède à la saignée directe. Donc pour couper les veines jugulaires, pardon, et pour couper tout contact avec le cerveau, entre le reste du corps et le cerveau. Après, la bête, elle est lâchée, elle s'affale, donc elle tombe plus bas. On la laisse mourir pendant quelques secondes. Une fois qu'elle est complètement morte, elle n'est plus du tout vivante, elle reprend le même parcours que les autres bêtes classiques dans un abattoir. Et c'est Donc, là où en fait, ce qui oui, distingue l'abattage rituel de l'abattage classique, c'est l'étourdissement, en fait. Enfin, la mise à mort par un c'est pistolet l'instant ou... de la mise à mort, effectivement. C'est l'instant de la mise à mort. L'un, c'est une tige ou une forme de pistolet qu'on déclenche en le mettant sur le crâne de la bête. Et l'autre, l'abattage rituel sans assommage, ce qu'on appelle avec l'assommage, ce que je viens de vous décrire, hein. Sans assommage, c'est l'abattage avec saignée, avec le couteau directement, où on procède à la saignée en coupant les veines jugulaires. On appelle ça assommage, mais c'est une mise à mort. Hein. C'est une mise à mort, en fait. Dans tous les cas, c'est une mise à mort. Il y a la mise à mort avec assommage, il y a la mise à mort sans assommage. Et pour tout ce qui concerne les poules? Alors, tout ce qui concerne la volaille, la situation elle est un petit peu plus compliquée parce qu'effectivement, faut bien se rendre compte que j'invite les internautes à aller regarder quelques vidéos en la matière, il en existe, hein, qui sont à disposition sur Internet, où les bêtes, sont arrivées, elles arrivent dans des cages. Une fois qu'elles arrivent dans des cages, les cages sont déposées dans le grand magasin, on va dire, de l'abattoir. Après, elles sont conduites vers le lieu où on les sort des cages et on les accroche. Donc, il y a des crochets, on accroche les volailles par les pattes. Et là, effectivement, s'il s'agit d'un abattage avec assommage, mais électrique, c'est ce qu'on appelle abattage avec électronarcose, il s'agit de faire passer les bêtes qui sont accrochées par leurs pattes. On fait passer leur tête dans une espèce de grand bac où il y a de l'eau, où il y a un courant électrique qui passe. La bête, donc, on trempe sa tête et théoriquement, la tête, elle est censée être électrocutée. Une fois qu'elle est électrocutée, pendant les quelques petites secondes où elle passe dans le grand bac, elle est censée être assommée. Et après, il y a quelqu'un qui procède à la mise de la saignée. Hein, on passe un coup de lame avant qu'après, ces volailles, elles suivent le chemin de la chaîne qui consiste à enlever les plumes, à laver, à découper, à vider, ainsi de suite. C'est toute une chaîne qui est après. Et là, effectivement, l'abattage rituel devient un petit peu plus compliqué parce que la volaille, elle est très agitée. Et du fait qu'elles soient très proches les unes des autres, procéder au sacrifice, donc à la saignée, pardon, à la main, la saignée donc manuelle de chaque coup, c'est très compliqué parce que ça débite. Et on sait que le plus expérimenté peut atteindre, un homme peut atteindre à peu près de saigner à la main 2000 bêtes par heure grand maximum. Il faut qu'il se relaie, il ne peut pas continuer au-delà. En généralement, par lot d'abattage rituel, ça dure 2 heures, 3 heures, voire 4 heures maximum ou 5 heures. Mais il y a plusieurs opérateurs qui procèdent à la saignée en même temps. Ce n'est pas toujours le même qui va s'occuper de tout le lot pendant les 2 heures ou 3 heures, c'est une mission impossible. Donc il y a toujours, ils sont 2, 3 à se relayer, quelqu'un qui rappelle en permanence la basmala pour que le rite soit respecté. Et donc voilà un peu la différence. Et le type d'abattage rituel
des volailles est vraiment décrié par les industriels parce qu'ils considèrent qu'ils ont beaucoup de pertes parce qu'au moment où on procède à la saignée de la bête, bah, la bête, bah, elle se démène, hein, elle se débat, c'est normal. Et donc, du coup, comme elles sont proches les unes des autres, il y a beaucoup de contacts et donc ça fait qu'il y a beaucoup d'ailes qui cassent. Et donc, en final, l'industriel, au bout, il peut avoir jusqu'à 30% de pertes en termes de rentabilité. Donc, la majorité maintenant le refuse. Hein. La majorité des abattoirs français le refusent. Vous rajoutez à ça donc la pression des associations de protection des animaux qui considèrent que les bêtes sont maltraitées aussi bien pendant le transport, le déchargement que l'abattage. Donc, les gens ne veulent pas en entendre parler. Ajoutez à cela qu'au niveau européen, il y a des paramètres qui sont imposés, ce qu'on appelle les paramètres électriques qui sont imposés lors d'abattage de volailles. Et quelques scientifiques ont démontré qu'en respectant les paramètres électriques imposés par les bêtes, on peut avoir jusqu'à 90% de bêtes qui meurent du choc électrique. Parce que c'est normal, Ah oui, donc la volaille, voilà, elle a un là on cœur est face à fragile, des informations importantes. elle a un cœur fragile, elle est petite, elle a un cœur très petit, elle est très fragile, et toutes les volailles pèsent plus ou moins quelques centaines de grammes de différence, donc c'est pas une boîte de conserve qui est fabriquée au poids net identique pour le lot, donc il y a des différences de poids, donc forcément ça pose beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bêtes qui meurent, quoi. Donc pour résumer, donc, à la différence des ovins et des bovins, où l'étourdissement, la mise à mort est faite par une tige perforante et lorsqu'elle n'est pas, c'est saigné directement. Pour la volaille, elle passe par un bac électrifié et qui l'étourdit, mais qui à 90% cause sa mort dû au réglage, en fait, aux paramètres du bac qui est mis en place par les autorités vétérinaires, etc. Et cette mise à mort est demandée pour des coûts de rentabilité parce que ça permet d'abattre plus de volailles, de diminuer les pertes dues au fait que quand elles ne sont pas étourdies, elles se démènent, donc elles se cassent les ailes, elles se brisent les ailes, elles se touchent entre elles. Et en plus, quand on ne pratique pas l'étourdissement, il faut multiplier les sacrificateurs. Est-ce que tu peux nous rappeler les cadences, en fait, le nombre de volailles abattues en conventionnel et en rituel de la volaille par heure? Alors, juste une petite précision sur les paramètres électriques. Ici et là, comme en France, on a autorisé à ce que les paramètres soient revus à la baisse pour permettre à ce que les bêtes restent un peu vivantes, qu'elles ne soient pas mortes essentiellement pour l'abattage rituel, pour que les religieux acceptent le principe d'électronarcose. Il y a eu des expériences, des négociations, des discussions qui ont abouti à baisser un peu le paramètre pour permettre aux bêtes d'avoir toutes les chances de rester vivantes tout en étant inconscientes. Alors ça marche tant bien que mal, ça ne marche pas à tous les coups, mais bon, c'est juste pour des questions d'intégrité. Il faut rappeler qu'il y a des tentatives de ce genre. Maintenant, il y a même des débats qui poussent à aller vers le gazage de la volaille, au lieu que ce soit électrique, c'est que les volailles soient mises dans des espèces de grosses boîtes métalliques et dans lesquelles on lâche du gaz et dans lesquelles donc la volaille, elle meurt, elle s'étouffe par le gaz. Donc ça aussi, c'est en cours d'expérimentation, ça peut se généraliser à un moment ou à un autre. Et donc tout ça, effectivement, il y a le paramètre de bien-être animal, mais aussi le paramètre de bien-être des employés, hein, parce que dans la volaille, il y a aussi les dindes. Les dindes, elles sont très puissantes, elles peuvent faire très mal quand les ailes se débattent. Vous pouvez avoir des poulets et des poules qui sont aussi assez conséquentes. Donc il y a aussi la sécurité des employés. Donc il y a le bien-être d'animal, un peu la sécurité des employés et surtout la question de la rentabilité, effectivement. Parce que lorsqu'on peut atteindre jusqu'à 12 000 poulets à l'heure avec électrocution, alors que si on procède à la saignée à la main pour atteindre les 12 000 poulets à l'heure, il faut mettre au moins 8 ou 9, voire 10 agents qui procèdent à la saignée. Et malgré ça, ça reste un mouvement très ralenti. Et donc, ça veut dire que vous avez une dizaine de personnes qu'il faut salarier. Et donc, c'est un coût final. Alors que par l'électrocution, il n'y a personne à salarier. Ça va très vite. Et donc, on peut atteindre évidemment des quantités assez importantes.
Et pour un industriel, évidemment, bah, la rentabilité, elle compte, hein, parce qu'il a investi pour rentabiliser, il n'a pas investi pour perdre. En rappelant quand même que l'activité industrielle d'abattage, elle est de plus en plus absorbée par les grands groupes qui eux aussi fonctionnent avec des aides européennes. Que si on devait se contenter juste de l'activité pure pour rentabiliser les sites industriels, ça ne marche pas du tout. On est vraiment dans une situation assez critique parce que tout simplement, on consomme de moins en moins. Donc voilà, juste pour dire les écarts, une seule personne par électrocution, on peut atteindre jusqu'à 12 000 parce que ça passe par électrocution. Mais si on veut passer par l'abattage rituel, une seule personne ne peut pas dépasser 2000 poulets à l'heure, aller dans le meilleur des cas, 2500, mais à l'heure. Mais ça ne peut pas aller au-delà. D'accord. Sachant que l'abattage dure des heures en général. Donc, quand bien même on a juste un employé, il faut un turnover et Tout à fait, il faut un donc ça turnover. multiplie quand même les coûts. Après, ça dépend des abattoirs. Il y a des abattoirs en fonction de leur taille, en fonction des vendeurs de volailles qu'ils ont. Ils peuvent faire l'activité que le matin et l'après-midi, ils ferment. Après, vous avez des abattoirs qui tournent en permanence parce que justement, ils ont. Parce que ça aussi, c'est important. Les éleveurs, avoir des éleveurs qui ne soient pas très loin, qui vous mettent de la volaille à disponibilité, ce n'est pas chose facile non plus. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc, il y a même des moments de crise assez importantes. Et donc, c'est pour cela que les subventions directes et indirectes, les facilités pour les industriels sont sont assez nombreuses parce qu'on se rend bien compte que l'activité, elle est complexe et en plus, elle est nécessaire puisque au bout, on a des consommateurs qui attendent. D'accord, donc il y a une vraie demande. Justement, je voulais revenir sur les industriels. Qui détient le marché du halal en France? Est-ce que c'est les musulmans, c'est les non-musulmans? Quelle est la part, si tu as ces chiffres? J'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres parce que tout simplement, quand je dis j'ai pas les chiffres au niveau national. Mais on peut avoir quelques éléments d'approximation sur la base du travail des OCVH, donc les organismes de certification de viande halal. On sait avec quel nombre d'industriels plus ou moins avec qui ils travaillent, quel nombre de distributeurs, quel nombre de boucheries et restaurants. Donc, mais le plus gros, on va dire le plus gros de l'activité, à savoir l'élevage, l'abattage, le transport, c'est 90-95% des non-musulmans qui le détiennent. Après, quand il s'agit de la distribution et de la vente de détail, là, on a de plus en plus de musulmans dans la distribution qui émergent. Et la vente de détail, de plus en plus de bouchers, en sachant que les grandes surfaces se sont appropriées depuis un moment l'activité du halal en proposant des rayonnages halal pour les consommateurs musulmans et qui sont en train d'occuper le marché d'une manière assez importante eux aussi. Donc il est à craindre que sur les... Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais comme ça, approximativement, parce que c'est des choses qui sont en cours d'étude depuis très peu pour nous. Et donc approximativement, on peut dire peut-être que d'ici une génération, voire deux générations, les boucheries musulmanes vont subir le même sort que les boucheries traditionnelles. D'accord, donc c'est ça, c'est la mort du petit commerce concurrencé par les grandes surfaces. Voilà. Et justement, par rapport à tous ces Non chiffres, à seulement toutes ces concurrencé informations, à cause, c'est pas est-ce non, que... pardon. Vas-y, Fouad. Oui, c'est non seulement les grandes surfaces, mais aussi les habitudes des consommateurs musulmans qui évoluent. D'accord. Les Oui, en consommateurs effet, on fait musulmans le... aujourd'hui sont en train de rejoindre le consommateur lambda. On va plus vers des plats cuisinés, des choses préparées, que acheter un produit, le préparer à la maison, le faire cuire. Il faut savoir qu'il y a cette évolution générationnelle qui fait qu'il y a une évolution des pratiques culinaires. D'accord, en effet, voilà, c'est ça. Donc, il y a le changement des habitudes de consommation et rajouter à ça le fait que quand on fait nos courses, on privilégie en fait les grandes surfaces parce qu'on y trouve tout et Tout on à fait fait, ça tout une à fois fait. pour toutes en fait que d'aller dans différentes boutiques, différents commerçants. Euh, du coup, en tant que musulman, en tant que consommateur de viande halal, euh, est-ce que quelle est la part du véritable halal en fait? Est-ce qu'on a des chiffres, on a des études sur la part du vrai halal, c'est-à-dire un abattage sans assommage, sans étourdissement et fait par des acteurs musulmans?
où le rite en fait est respecté tout simplement. Alors, il faut savoir euh, que la part, on va dire, des produits provenant d'abattage respectant le rite d'une part, et donc tracé, parce que le rite, il suffit d'avoir un opérateur dans un abattoir qui sacrifie, mais s'il n'y a pas de suivi dans la chaîne de découpe, il n'y a pas de garantie que c'est halal, parce que voilà, dans la chaîne de découpe, on peut mélanger les viandes sans problème. Les opérateurs, eux, c'est pas leur souci de faire attention au halal, de faire attention au cachère, au non cachère, ainsi de suite. L'opérateur, il est là, il fait son travail, c'est 7 heures, 8 heures par jour, il s'occupe d'autre chose. C'est pas par mauvaise volonté, c'est pas son souci, c'est pas sa préoccupation. Bref. Et donc, on parle beaucoup de marché du halal, effectivement, où on parle de chiffres astronomiques du 5 milliards, de 9 milliards, de 10 milliards, de plus de 650 milliards de par le monde. Mais de ce que nous savons aujourd'hui en faisant quelques projections, de l'abattage du halal abattu dans le respect du rite et tracé, c'est entre 3 et 5% de ce qui est présenté comme halal sur le marché. Voilà, donc c'est un chiffre important, c'est que dans les projections, au maximum 5% de ce qui est présenté dans les commerces, dans les boucheries comme halal, est réellement halal. Le reste, c'est du maquillage, c'est du... On va dire, pour être plus précis, qui est abattu rituellement sans assommage préalable et éventuellement tracé, certifié. Voilà, c'est différent. Voilà. Parce qu'on a des organismes de certification pourquoi c'est pas un jeu de mots, c'est parce que tout simplement, il y a des organismes qui acceptent l'étourdissement et il peut y avoir un boucher qui peut vous jurer que la bête, elle est vraiment abattue. Elle peut l'être abattue par un musulman, effectivement, qui est présent dans l'abattoir, mais quelle garantie que les viandes que vous avez sous les yeux, elles proviennent de cet abattage-là. Là, la difficulté, elle est majeure, elle est pas négligeable. Voilà, c'est un élément important qu'on néglige souvent, c'est la traçabilité et le suivi des viandes en fait, parce qu'il y a deux éléments à prendre en compte face à la certification halal, c'est l'abattage en lui-même, comment il est fait, par qui il est fait, et ensuite tout le suivi en fait, la traçabilité complète entre le moment de l'abattage et au moment où il se retrouve dans les rayons, pour s'assurer que ce qu'on consomme, c'est bien ce qui a été abattu à ce moment donné par cet opérateur-là. Tout à fait, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que si de par le passé, c'est le boucher qui procédait à l'abattage, c'est le boucher qui allait chercher sa propre marchandise. Donc on pouvait établir une certaine confiance. Avec l'industrialisation et le grand développement, la modernisation, et vu la situation de nos sociétés européennes, il y a tellement d'acteurs entre l'éleveur et le consommateur, il y a tellement d'actions entre les deux qu'on a besoin de tracer le chemin de ce produit. Et non seulement le tracer d'une manière virtuelle, par le biais d'applications informatiques, mais aussi on a besoin de le tracer physiquement, de visu, parce qu'on a vu par exemple les scandales de viande chevaline, des scandales de viande de par l'Europe, elles sont abattues dans un pays, retransformées dans un autre, congelées dans un autre, revendues dans un autre, distribuées dans un autre, donc on peut faire ce qu'on veut. Et donc la complexité de l'abattage rituel, justement, c'est ça. C'est comment échapper à tous les manquements qui peuvent être dans cet univers qui devient de plus en plus complexe. D'accord, en fait, on voit bien qu'il y a une transformation industrielle, commerciale de l'abattage, de la commercialisation de la viande, mais qui est due beaucoup au mode de consommation des musulmans eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire in fine, la cause principale, c'est les musulmans. Donc, c'est-à-dire que la première chose à faire, ce serait que chaque musulman commence à changer déjà son mode de consommation et à aller vers quelque chose de plus local, de proximité, plus sain. Alors, dans l'absolu, c'est ça. Après, la réalité, elle est plus complexe. Pourquoi elle est plus complexe? Parce que nous vivons les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. Lorsque les altermondialistes, à la fin des années 90 et début des années 2000, se sont retrouvés confrontés à la catégorie sociale la plus pauvre, par exemple en Europe ou en France, et qui ne pouvaient pas suivre le mode de vie proposé par les altermondialistes, une vie plus saine, des produits biologiques plus sains, ainsi de suite, parce que c'est très, très coûteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradoxe,
c'est qu'une alimentation saine, elle est très très coûteuse. Et qu'on on a inversé le mouvement historique où effectivement l'alimentation saine, elle est très coûteuse et pour amener à la portée de n'importe quel consommateur européen, et donc là en l'occurrence les musulmans, certains produits, ben, il faut aller vers le moins coûteux en termes de production, en termes de rentabilité, donc forcément en termes de qualité finale. Donc il faut qu'on tienne compte d'un élément, que la majorité des musulmans ne sont pas forcément en situation économique de pouvoir faire un choix et même de décider de faire un choix. C'est plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musulmans qui aujourd'hui se préoccupent de plus en plus, il y en a de plus en plus. Donc c'est un mouvement qu'il faut inscrire dans le temps. On ne peut pas espérer que les choses changent du jour au lendemain. Malheureusement, en attendant, les premières victimes de tout ça, c'est forcément les musulmans, mais c'est à cause de ce que je dis communément, notre problème majeur, c'est notre estomac. D'accord, justement, il y a une question sur Internet. Est-ce que pour nous protéger, vous ne pouvez pas limiter notre mode de consommation de viande? Bien sûr, il faut réduire la consommation de viande. Donc, si on se préoccupe du halal, parce que justement, il nous envoie une relation avec le Créateur et avec la création. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la création au service de l'homme. Mais l'homme ne peut pas en disposer comme il veut. Il y a des limites à ne pas dépasser. Donc, d'où l'acte de la basmala qui doit traduire une autorisation demandée à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre la vie d'une bête pour alimenter sa propre vie. Mais cet acte-là, quand on regarde historiquement dans les textes, ce n'était pas un acte central majeur dans la vie du musulman. On se nourrissait certes pour vivre, mais on ne vivait pas pour se nourrir. Les sociétés de consommation aujourd'hui, tout pays confondu, toute culture confondue, tout peuple confondu de par le monde, les sociétés de consommation aujourd'hui font de la consommation un moteur économique important. Et donc font de la consommation un mode de vie central qui doit rythmer notre vie au quotidien. Et donc du coup, on se retrouve à manger minimum 3 fois par jour, et si ce n'est 4-5 fois par jour. On s'impose un certain type d'alimentation parce qu'on a été conditionné pour. S'il n'y a pas de viande chaque jour, on se dit ça ne va pas, il y a un problème. S'il n'y a pas de fruits chaque jour, ainsi de suite. Tout le monde connaît toutes ces problématiques. Donc le style de vie que nous avons aujourd'hui, qui nous est imposé, fait que les plus défavorisés n'ont pas le choix. Ils vont vers là où c'est le moins cher, et vers là où c'est le moins cher, c'est là où il y a la plus grande injustice. Les grandes surfaces dans lesquelles se ruent une bonne partie des musulmans aujourd'hui, je vais pas donner de nom pour ne pas leur faire de la publicité, mais celles qui proposent les prix les moins chers en tout genre. Ou même, il n'y a pas que les grandes surfaces, il y a de plus en plus de musulmans qui développent les activités de cash and carry, c'est-à-dire des petits centres commerciaux ou alors des très très grandes boucheries où ils proposent des produits pas chers à bas prix, mais c'est des produits qui proviennent de circuits qui ne sont pas forcément sains, qui ne sont pas forcément en termes de qualité, qui ne respectent pas les principes islamiques. Ne serait-ce qu'une question très simple. Une grande surface exige à ceux qui l'approvisionnent de ramener les produits et elle exige d'acheter les produits au prix qu'elle veut, elle, la grande surface. Elle leur exige le paiement 3, 4, 5, 6 mois après. Elle leur exige des pénalités, c'est-à-dire que nous, lorsque nous allons dans des grandes surfaces, on achète un produit en fait qui n'appartient pas à celui qui nous le vend. Donc il y a des questions d'éthique sur toute la chaîne, sur tout l'environnement lui-même, et donc il est difficile de demander à quelqu'un qui se démène dans son quotidien avec le SMIC de faire tous ces efforts-là, de comprendre les enjeux, de faire le tri chaque jour, après 9h, 10h à l'extérieur entre le travail et les transports, et de se préoccuper de tout ça. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions où vous n'avez pas le choix que de prendre ces produits-là, ce halal-là. Et donc c'est difficile d'aller à contre-courant. Ok, on voit que ça mériterait une émission entière juste pour parler de ça. Enfin, plus qu'une émission, hein, des livres et des livres. On arrive à la fin de l'émission. Il y a 2 questions, je te les pose rapidement. Donc, la crise du Covid a-t-elle eu un impact sur le marché du halal?
Si oui, lequel? Et puis la deuxième question, c'est connaissez-vous des exemples d'abattoirs temporaires expérimentés à l'occasion de l'Aïd al-Adha en France? Alors, l'impact du Covid sur la consommation du halal, non, n'a pas eu un impact négatif. Il y a eu des moments de panique au début, puis après, c'est reparti de plus belle, surtout aussi qu'il y avait le ramadan, et généralement, et les musulmans n'ont pas trahi à leur pratique traditionnelle, c'est qu'à la veille de ramadan, on va vers les bouchers pardon, et on se fait des réserves de viande à l'avance. Donc il y a eu presque pas de changement, si ce n'est même peut-être une progression plus importante que les ramadans précédents, pour vous dire. Donc le Covid n'a pas eu beaucoup d'impact. Après, quand évidemment le ramadan, sur le plan de l'évolution classique, plus on approche vers la fin et moins l'activité de vente de viande est importante. C'est-à-dire qu'il y a une baisse, il y a une déclinaison en fait. Donc ça, non, pas trop. Là où ça a eu de l'impact, le Covid, c'est sur la viande traditionnelle, puisque la majorité des viandes abattues traditionnellement, donc avec assommage, sont destinées à ce qu'on appelle à la restauration hors domicile, hein. C'est les restaurants d'entreprise puis les restaurants classiques, où là, souvent, la majorité des non-musulmans consomment au quotidien en restauration. Donc là, effectivement, c'est une activité qui a... Mais du côté des musulmans, non. Du côté des musulmans, non. Pardon, la deuxième Donc, question. l'autre question, c'était est-ce qu'on connaissait des initiatives d'abattoirs temporaires en France qui font le travail correctement? Là, comme ça, non. Franchement, non. J'ai pas à l'esprit des noms d'expérience, mais cette année, ça va être difficile, hein. Les abattoirs temporaires, ça va être très très difficile cette année. Parce que d'avoir un abattoir temporaire, pardon, ça coûte très très cher à mettre en place, hein. C'est au-delà d'1 million d'euros en moyenne, sauf des petites unités où ça peut atteindre les 200 000, 300 000, mais c'est pas grand-chose. Mais là, à l'esprit, j'ai pas d'informations précises sur des abattoirs temporaires cette année qui vont être réalisés, qui vont être mis sur place. Parce qu'avec et le confinement, et le Covid, et l'été, il y a plein de paramètres qui font que l'activité d'abattage de l'Eid, elle va être réduite quand même cette année. Ok. Mais je suis Vraiment, désolé, dernière j'ai pas de question. chiffres. Comment monter en qualité quand l'Union européenne interdit le label bio pour le halal? Cette décision ne favorise-t-il pas le faux halal? Tout simplement, nous sommes dans des espaces démocratiques et je crois que vous aviez fait une émission justement sur l'idée de la démocratie, comment y participer. Je crois que c'est avec Monsieur Michaud, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, Donc il y a 3 semaines. Juste, je rappelle ce qu'il a rappelé à juste titre, c'est dans les espaces démocratiques, les lois ne sont pas respectées juste parce qu'elles sont écrites noir sur blanc. Dans l'espace démocratique, la mobilisation est permanente. Et donc, la défense de ces droits, c'est une défense permanente. Et donc, il ne suffit pas juste de voter, il ne suffit pas juste de critiquer, il faut se mobiliser. Et donc, si on veut que le bio, qu'on ait du bio halal comme nous on l'entend, il faut se mobiliser pour démontrer que le bio halal avec un abattage rituel sans assommage est possible si on respecte toutes les conditions sanitaires et si on améliore les conditions, parce que l'escroquerie dans ce débat intellectuel et scientifique, c'est que là, on veut interdire l'abattage rituel parce qu'il ferait souffrir plus les bêtes au moment de la mise à mort que lors de l'abattage avec assommage. Mais dans ce cas, il faudrait interdire toute la chaîne industrielle parce que pendant toute la chaîne industrielle, les bêtes souffrent. Et donc là, les musulmans, s'il y a un travail à faire, c'est justement démontrer que sur un plan scientifique, sur un plan matériel, on peut améliorer les conditions pour que les bêtes souffrent moins, d'une part, et d'autre part aussi, ça nous interroge, nous, sur est-ce que le halal est compatible avec l'industriel, est-ce que justement, il ne faut pas se lancer dans des projets alternatifs qui soient des projets de circuits courts, qui respectent un certain nombre d'éléments, d'autant plus qu'on l'a vu, on le voit, la France a autorisé ce qu'on appelle les abattoirs mobiles. Il y a des abattoirs qui vont là où il y a les éleveurs et procèdent à l'abattage justement à proximité de l'élevage.
Et donc, c'est quelque chose qui peut se développer, que ça peut être une des alternatives possibles pour les musulmans soucieux de l'abattage rituel respecté. On m'a dit que je parle sans son depuis tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, moi j'entends Voilà. plus depuis Donc, quelques secondes. je recommence. Je remercie Foued vivement pour sa participation et pour avoir accepté de participer à notre émission et pour tous les enseignements qu'il a partagés avec nous ce soir. Je remercie aussi nos auditeurs de nous suivre chaque semaine. La question du halal, c'est une question quotidienne et donc j'invite un maximum de personnes à continuer le débat, à continuer la réflexion, à partager avec nous en commentaire, par exemple, des initiatives positives dans leur localité ou à rejoindre des initiatives si elles existent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 17h, pour une émission sur le journalisme. On vous en dira un peu plus dans les jours qui viennent. Donc voilà, on a dépassé notre temps. On va rendre l'antenne. Et puis, je vous dis salam alaikum. On n'oublie pas que dans quelques jours, c'est les 10 premiers jours de l'Hijjah qui vont commencer. Donc on invite tous à chacun de multiplier les actes d'adoration et de piété. Et puis voilà. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Fouad, si tu as un dernier mot. Barakallahu fikum pour l'invitation et que les consommateurs musulmans soucieux du halal continuent de se mobiliser. C'est le meilleur moyen d'améliorer les conditions, Inch'Allah. Merci. Allez, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.